Oh, je pense qu'il y a du Wi-Fi ici. Ouais, mais je vais se connecter sur mon phone. Moi, j'ai fondé un webzine d'extrême gauche. Oui. Mais de journaliste de combat. C'est ça. Oh mon Dieu. Bon, alors, Fred Savard avec vous pour un 33e épisode. C'est l'Arche du Christ. Hey, 33 33e épisode, wow! Gabriel Brassard-Lecourt. Allô? Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Ben oui, c'est ça, là. Ça tombe bien parce que vous êtes brûlante d'actualité. Si je vous touche, là, ouch! Brûlante. C'est sûr. Et là, il y a le retour de Marie-Hélène Gué, déjà. Oui, ça fait longtemps qu'on collabore, là, mais ça faisait un petit bout que je n'étais pas venu 7 ans. Avez-vous Avez-vous été inondé de messages comme moi? Il paraît qu'on fait un duo incroyable. Oui, il y a des personnes qui ont écrit en dessous de votre statut pour votre dernier épisode on veut la revoir. Je les ai payés, je dois l'avouer. J'ai des pots de vin. Ça m'étonnerait. Vous êtes pigiste, je pense pas que vous avez moyen de payer des gens. Merci de me le rappeler. C'est toujours super de l'entendre. Fait que, oui, c'est ça. Il paraît que les gens ont dit, ouais, ça marche. Ce duo fonctionne. Et j'avais pas de poétesse à la balado. Oui, mais il y a eu très peu de poésie aussi, là. On va se gâter un petit peu plus aujourd'hui. Mais je vous ai amené un essai poétique, pudique. Oui, parce que c'était votre mission. Moi, je Oui. voulais qu'on parte d'un vers de poésie. Est-ce qu'on dit encore des vers? Parce que je sais que les rimes ont été escamotées. Ben, en ce moment, on parle plus de prose. OK, bon. Ouais, Alors, voilà. je voulais en fait, je voulais qu'on parte de ce qu'on trouve dans un recueil de poésie pour élargir la discussion. Mais là, je veux qu'on parte. Mais là, Gabriel, vous êtes ici parce que nous, on se parle à peu près aux 6 semaines. Ouais. Ben là, ouais, ça faisait un bout, là. Ouais. Mais. Parce que je veux. Moi, le journaliste de combat, ça m'intéresse. De gauche. Non, mais c'est parce que moi, je veux juste savoir ce qui se passe à Pivot. Mais là, ce qui est le fun. Ah oui, vous allez entendre des choses. On est chez Raffin encore. Une librairie indépendante. Est-ce que c'est indépendant? Je sais pas. Il y en a 2. Ouais, je pense qu'il y en a juste 2. Hein. Ouais. Faudrait peut-être se poser la question. Ça fait quoi? En fait, comment on détermine qu'une librairie est indépendante ou non? Elle est en grosse face. question. Elle ne vend pas de cochonneries Ça, partout. c'est vrai. C'est vrai. Donc, Ouais. s'il y a du livre, là. Ouais. Elle est presque en face de Renaud-Bré, par exemple. Claudia La Rochelle est dans la librairie, donc on sait. Ça, je suis pas sûr que c'est un gage d'indépendance. On la salue. Elle me garoche un look. Il faut parler de la lettre. La fameuse. Quelle lettre? De quelle lettre parlez-vous? La lettre que j'ai signée. Moi, je signe pas souvent des lettres. Moi, je suis assez misanthrope. C'est rare que mais là, celle-là, Mais je la c'est trouvais vraiment le importante. fun parce que nous, à Pivot, on publie pas beaucoup de lettres ouvertes. On en reçoit des centaines et des centaines, Ah ouais? mais on avait fait le choix plutôt cette année. Attends, vous en recevez beaucoup? Oui, quand même. Il y a même une notice sur votre site qui dit ça ne sert pas à grand-chose, dans le fond, finalement. Exact. Mais en fait, c'est qu'on a fait le choix de moins les traiter parce qu'on est une petite équipe et on n'a pas assez de ressources humaines. Ouais. Donc, tu sais, entre toutes les enquêtes, tu sais, puis on veut se concentrer plus sur les contenus avec des faits, puis on a aussi des chroniqueurs. Donc là, ça faisait beaucoup. Ouais. Donc, mais on a quelqu'un qui nous a contactés pour cette lettre-là ouverte. C'est Alexandre Dumas? Alexandre est le signataire principal Ouais, et l'auteur exact. C'est lui principal qui- de c'est la ça, bon. lettre, Exact. qui a C'est été ça. écrite par un collectif de citoyens concernés. C'est ça, Bon, voilà. exactement. C'est un travail d'équipe. Puis c'est le fun parce que aussi le problème avec les lettres ouvertes qu'on avait beaucoup, c'est que souvent on est comme le 3 ou 4e choix. Tu sais, les lettres ouvertes n'ont pas été publiées dans la presse ou dans le Devoir. Fait que là, ils sont comme Puis nous, on disait c'est parce que nous, on peut pas compétitionner. On demande pas. Tu sais, si la lettre va être reprise après un premier 24 mieux, heures de ouais. circulation, Ouais. tant mieux. Mais il faut qu'on ait l'exclusivité parce qu'on est un petit média Ben oui. puis tout ça. Mais là, on a vraiment senti qu'on avait été choisi. Ah ouais. Mais la lettre répondait, si je peux me permettre. Oui. J'en sais quelques... Oui, parlons-en un peu. Oui. J'en sais quelque chose, mais je ne suis pas directement impliquée dans tout ça. La lettre répondait à une lettre que PKP a écrite dans le Devoir. Dans le Devoir, Donc, exact. répondre dans le même média à ce point-ci n'était pas possible. Non. Ouais. C'était pas possible. Surtout que le Devoir est imprimé par Imprimé les et presses de distribué Québécois. par Fait que- C'est ça. Québécois. Voilà. Bon, ça les tient pas comme des pantins, Non. mais Quand on a reçu la lettre... J'irais des automates. Ouais. Quand on je a voyais reçu que la je ne lettre réponds pour pas à cela. Quand on a reçu la lettre pour la publier, on avait à peu près 500 noms, Ouais. qui était déjà quand même pas mal. Oui. Et on avait pris une entente avec certains signataires et Alexandre de dire, on va quand même publier, on va continuer de prendre les signatures Ouais. s'il y a des gens qui veulent. Mais on pensait pas que ce serait aussi viral que ça. C'est fou. Et date d'aujourd'hui, on est rendu à presque 8000 C'est fou. signatures. On a fermé, les signatures ont été fermées dimanche. Lundi à minuit. Lundi à minuit. Et là, Bon, on rappelle, donc, PKP, dans le fond, donc, c'est dénonçait le manque côté- de financement des diffuseurs privés. Oui, et le fait que Radio-Canada jouait dans la cour
des diffuseurs privés au niveau des publicités, ce qui est tout à fait légitime comme réflexion. Je suis d'accord avec ça. C'est bizarre de payer pour l'extra. Ouais. C'est bizarre d'entendre des pubs avant un contenu, C'est mettons, bizarre d'avoir des sur talk shows. l'avortement. C'est bizarre d'avoir des talk shows animaliers Très bizarre. à la télé publique. D'ailleurs, récemment, il y a eu aussi un Avec article la qui dénonçait les publicités déguisées dans les shows de Radio-Canada. Ben oui, il y en a plein. C'est- Sur audio, il y en a plein. Ouais. Ils font de la pub aussi quand tu écoutes un podcast Ouais. sur audio, alors que normalement, puis ça, c'est une espèce de clause, c'est une espèce de faille du CRTC qui permet à Radio-Can de faire de la pub, parce que normalement, un diffuseur public n'est pas supposé de faire de Vous pub. trouvez pas que ça ressemble un peu à l'idée qu'on commence à avoir des GoFundMe pour toutes, Oui. mais que le diffuseur public fait des petits GoFundMe en ayant des petites passes Genre, publicitaires, tout à mais fait. là, dans le fond, ça déresponsabilise le gouvernement qui devrait financer notre Oui, après ça, Ouais. est-ce que c'est bien financé? Ça aussi, c'est un autre débat. Non, ça, Cela ça, dit, non. donc la lettre. Oui, la lettre qui s'appelle « Il faut qu'on parle de Québécois ». Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'une lettre d'opinion est publiée en nommant directement, Ouais. pas, je dirais pas en ciblant, mais en nommant une problématique Oui. par son propriétaire. Puis je Des dois quand même entreprises. dire que donc Pivot, avant d'être Pivot, était Ricochet. Oui. Nous, on a quand même un petit historique avec Québécois, il Oui, faut bien le dire. Rappelons-le pour les gens qui Nous s'en avons été poursuivis par Ah! Richard Martineau Ben voyons. en 2016 pour la somme de 350 000 parce que on avait fait une chronique satirique. Ça a été une fausse notice nécrologique. Et bon, il l'a pas très bien pris. Mais le spin de cette histoire-là est incroyable. Ça s'est reviré contre lui, puis finalement, il a droppé la poursuite. Oui, exactement. À 24 heures du procès. Oui, parce qu'il n'a pas aimé. Ben, en fait, c'est qu'on a réglé. Ah, OK, bon. Ah ouais? OK. OK. Parce qu'il n'a pas aimé, Marie-Hélène, qu'on signe la lettre. Il nous a ciblé juste moi et vous. Après, mais moi, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et d'ailleurs, il a ramené aussi dans dans son segment de son show de radio avec Robert Dutrisac, il a ramené la poursuite, il a nommé... Benoît Dutrisac, c'est vrai. Benoît, pardon, il a nommé Fred, il a nommé nous. Bon, puis c'est là qu'on s'est fait targuer de webzine d'extrême gauche. Mais tu sais, qu'on avait promu sa mort. Et je veux juste rétablir les faits. Je vais pas le faire pour toutes les menteries qui avancent, mais ça fait 2 fois qu'il prétend que je suis allé me têter une job à Cube, alors que j'ai les captures d'écran du courriel de Dominique Plamondon, le patron de Cube en 2019, je ne sais pas s'il est encore patron aujourd'hui, qui avait écrit à mon agence pour demander que mon nom circulait beaucoup dans les réunions. Ça faisait 1 an que Cube existait, puis je pense qu'il voyait bien que l'auditoire était essentiellement les messieurs fâchés qui sont abonnés au Journal de Montréal. Il voulait rajeunir et peut-être amener un autre crowd. Puis ça, c'est tout à leur honneur. Des gens à l'époque. de gauche fâchés. Ouais. C'est ça. À l'époque, j'avais pas 50 ans. Et j'ai gardé, bien sûr, le courriel. Puis ils m'ont même recontacté 3 mois après, je pense, pour savoir, puis t'es encore heureux dans tes projets. Nous, en tout cas, on pense encore à toi. Puis Martineau, ça fait 2 fois qu'il fait semblant que tout ça n'est pas vrai. J'ai les preuves. Fait que allez les voir sur les réseaux sociaux. Là, je ne vais pas les publier ici à la balado, mais je suis un peu tanné parce que j'avoue que j'ai été loin un peu avec Richard. Je l'avais traité ici de racleur, de journaliste. Alors, je me rétracte. En partie, j'enlève le mot journaliste parce qu'il n'y a rien de factuel. Alors voilà, continuons à parler de la lettre, c'est ça que Et donc, tu sais, nous, notre histoire date donc de 2016, puis moi, ça m'avait inspiré un essai sur la liberté d'expression, les limites, tout ça, et donc, bon, ça fait longtemps, mais là, je me commets auprès de mon éditeur, les éditions de la rue d'Orion, pour publier à l'automne. Donc, moi, ce que j'ai fait suite à notre histoire... Oui, ce que j'ai fait suite à notre histoire, c'est que j'ai fait des entrevues avec les cibles, les gens ciblés par ce genre de chroniqueurs-là. Parce que je pense que sous le couvert d'être dans un média, et c'est un peu ça que la lettre dénonce, on se permet des propos qui, effectivement, dans d'autres corps de métier, ne passeraient jamais. Tout à fait. Et c'est pas vrai que, parce que je me rappelle à l'époque de la poursuite, Richard Martineau disait, moi, je m'attaque jamais à des individus, c'est toujours des groupes de personnes. On a plusieurs preuves que c'est pas le cas, là, tu sais. Puis moi, je me disais, tu sais, moi, j'ai pas été poursuivie personnellement, en tant que membre du CA de Pivot, puis bon, comme fondatrice du truc, mais je me disais, les gens, tu sais, des Safia Nolin, qui sont la cible récurrente de trucs. Depuis toujours. Exact, puis j'ai fait des longues... Puis ça atteint, puis je trouve qu'on parle pas beaucoup de ce côté-là, de à quel point ça les atteint dans leur vie personnelle, les impacts que ça a sur leur vie professionnelle aussi. Safia en est un excellent exemple. Tout à fait. Tu sais, elle me racontait qu'elle, au début, elle se faisait dire, ben oui, tu peux venir faire la promotion de ton nouvel album, mais il va falloir aussi que tu nous parles de Marie-Pierre Morin. Puis elle était comme, moi, je veux pas. Et donc, elle perdait la gig. Voilà. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Contrairement à Marie-Pierre Morin.
Ben, c'est ça. Puis on voit, moi, je trouve aussi qu'en ce moment, je sais pas s'il y a un groupe qui agit dans l'ombre là, pour la réhabilitation des personnes qui ont été, cancel, mais il y en a qui font des retours. Après ça, il y a une réflexion à avoir aussi sur la rédemption, sur combien de temps tu restes à l'écart. Qui décide si tu reviens ou non? Je pense qu'il faut quand même... Bon. Mais moi, ma question, c'est qu'on n'a pas un droit inné au retour public. Oui. Là. Tu peux aussi faire un job comme tout le monde qui n'est pas dans l'œil public. En tout cas, bref. Gabriel Bassard-Lecourt, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, puis Marie-Hélène Guy, vous l'avez dit, c'est que là, on nomme une entité médiatique qui emmène large. Ouais. Qui fait de la télé, qui fait de la radio, qui fait du magazine, qui fait travailler des gens, qui fait de la numérisation du patrimoine cinématographique. Ouais. Puis je dis ça parce que ce week-end, il y avait un article de Denis Arcand, une entrevue menée par Jean-François Nadeau, qui disait « Mon Dieu, qu'il y a de la haine, puis mon Dieu, que c'est triste qu'il y a de la haine. » Mais heureusement, il n'y a pas... Habituellement, il pointe du doigt les woke. C'est toujours les woke qui sont à l'origine de la haine. Mais on n'était pas capable on n'est jamais capable de nommer l'éléphant dans la pièce. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est parce que Denis Arcand et sa boîte de production, son épouse, travaillent avec Québécois. Probablement Québécois a produit en partie, en tout cas, a mis de l'argent pour les derniers films de Denis Arcand. Québécois est en train de racheter toutes les boîtes de post-prod. Bon. Fairplay, Attraction, il est en train de tout monopoliser. Fait que ça fait que tous ces gens-là ne parlent pas, mais quand tu fermes les micros, ils sont tous d'accord avec ce qu'il y avait dans la lettre. C'est ça. Puis là, je dis pas que Denis Arcand, je n'ai pas parlé off the record à Denis Arcand, mais tu sais, puis les Rockefeller, les Kennedy, ça se parlait dans le temps. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'identifier qu'il y a des gens qui sont des vecteurs de ce discours haineux-là. Puis je m'excuse, mais oui, il y a des militants de gauche qui sont pas fins. Mais c'est pas eux qui ont les grandes tribunes. Non, Il va falloir en parler. C'est surtout pas eux qui ont les moyens. Exactement. Il n'y a pas d'argent à gauche. C'est ça. Exactement. Non, c'est ça. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. Puis en plus, ce qui est tellement dur, je trouve, c'est que Québécois est un employeur du milieu des médias très important. Puis il y a des journalistes aussi qui font de la bonne job à l'intérieur de Québécois. À chaque fois, mais leur travail est complètement noyé par les chroniqueurs parce qu'ils vont dire c'est eux qui font vendre. Ben là, vendre la copie, c'est plus très actuel. Mais dans le radio aussi, j'ai l'impression que le modèle ne fonctionne pas. Puis là, ils essayent une dernière fois de faire un peu ce que fait la Radio de Québec, le choix, d'aller loin, puis de monétiser sur les réseaux sociaux avec YouTube, parce que le modèle ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, contrairement à vous, peut-être, Marie-Hélène Guy, ça a été beaucoup moins virulent, les messages que j'ai reçus, que la fois où j'avais dit que des jeunes racistes idolâtraient Mathieu Bock-Côté quand j'étais à Tout un matin, où d'ailleurs la direction de Radio-Canada m'avait demandé de m'excuser et j'avais refusé parce que j'avais dit une vérité. Là, j'avais reçu, puis là, Martineau, Sophie Durocher. Là, c'est moins pire. Alors, ça veut-tu dire qu'ils sont tous sur Twitter? Tout ce qui est enjeu ou non-enjeu, pour ma part, immigrant, l'immigration, tout ça, ça vient vraiment chercher la violence. Melika Abdelmoumen avait vécu un enfer il y a 2 ans avec ça. D'ailleurs, son chum a témoigné sur les réseaux cette semaine de comment ça avait... Je veux dire, il avait peur que quelqu'un vienne les attaquer la nuit dans leur maison. Là. Moi, c'était plus une affaire de genre... J'ai nommé que je trouvais que Martineau contribuait à un climat social toxique et que c'est normal qu'à un moment donné, les gens viennent le voir puis lui disent « Hey, allô? Faut qu'on se parle. » C'est ça qui s'est passé avec Eve Engler, l'activiste politique qui est venu lui parler dans la rue. Ça part tout de ça. L'idée que moi, quand je suis dans la rue, qu'on vienne pas me déranger, mais toute la journée, je vais dire des conneries à la radio. Exactement. Puis, bye, Claudia La Rochelle. Bonne journée. Franchement, moi, j'étais contente qu'on règle à l'amiable dans notre poursuite, mais il y a une partie de moi qui aurait vraiment aimé ça qu'on aille en procès pour qu'il réponde. Puis pour qu'une fois, il se cache pas derrière son écran puis derrière son micro. Sinon, qu'est-ce qui anime Pivot, Gabriel Bassard-Lecourt? Hier, on a... je sais pas, en tout cas, dans les derniers jours, on a publié un article très intéressant pour... Attendez, juste avant une parenthèse, vous pouvez dire hier, parce que moi, à la maison, j'ai un enfant de 4 ans. Sachez qu'à cet âge-là, mon Dieu, c'est l'enfer. C'est avant-hier. 5 minutes avant, jusqu'à 1 an et demi. On peut reculer jusqu'à 1 an et demi. Ça me rend complètement dingo. Mon enfant aussi, elle a 4 ans et demi, puis tout est hier. Puis je suis comme... Donc, il y a quelque chose. Justement, ça fait un peu du pouce sur la lettre, puis ce qu'on dénonce de certains chroniqueurs. Donc, Luc Ferrandez, qui est rendu un chroniqueur, a parlé... Il est plus un chroniqueur, il co-anime une émission avec Nathalie Normando. Oui, c'est ça, exactement. Et il a parlé du fait que ce serait
peut-être faudrait des fois envisager l'euthanasie pour les personnes handicapées. En fait, utiliser une médication pour soulager doucement, il trouvait que c'était une discussion qu'il fallait avoir. Une discussion qu'il a dit hier avoir eue avec sa sœur. Sa sœur qui lui disait « Non, je ne voudrais pas faire euthanasier mon enfant. » Non, c'est ça. Et il y a des associations aussi qui ont été virulentes. Et donc, notre journaliste d'enquête a décidé de faire une petite enquête pour dire, tu sais, au niveau, justement, là, médical, social. Vous avez vu au Guardian? Ils ont fait la même enquête, puis ils se sont rendus compte qu'il y a des compagnies d'assurance qui donnent des primes aux maisons d'hébergement pour personnes âgées quand ils ne transfèrent pas les patients dans les hôpitaux. Et tu peux même avoir une police d'assurance vie et tu vas la payer moins cher si tu signes une clause comme quoi que tu ne veux pas être réanimé. Si jamais tu tombes mal. Alors, les compagnies d'assurance poussent vers ça. Là, les compagnies d'assurance, c'est le diable. En général, là, je veux dire, il n'y a aucune bienveillance là-dedans au niveau de la mort. C'est sauver du cash. Okay. Et puis tu payes toute ta vie pour que ta famille ait 100 000 quand tu meurs. On s'entend qu'ils font énormément d'argent. Et détail intéressant, c'est la même compagnie que ce PDG qui avait été assassiné par Luigi Mangione. Oui. Voilà. Alors, c'est peut-être la seule qui est comme ça, Marie-Hélène Guy. Il y en a peut-être des... Beneva, ils doivent être bons, eux autres. C'est super. Donc, voilà, notre journaliste d'enquête parlant des experts et tout ça. Donc, puis évidemment, mais ça a fait du mal aussi aux organismes de défense des droits des personnes vivant avec un handicap. Là. Donc, vous lirez. Et puis sinon, à venir, donc finalement, comme je l'ai dit plusieurs fois ici, ça fait des mois que je fais une enquête sur la crise du logement. Oui. Mais là, ça s'en vient. Premier épisode de Balado vendredi. Wow! Donc, vendredi demain. Le 23, là. Oui, le 23 exactement. Wow. Donc, on a été très ambitieux, je dois avouer, là, parce que là, on fait un balado en anglais pour The Rover et en français pour Pivot. Oh. Et à partir de lundi, il y a aussi une série de 5 articles écrits qui vont être publiés dans Pivot. OK. Donc, quand même. c'est ça. C'est très... Mais c'est du gros journalisme militant, là. Oui, exactement. De gauche, c'est ça. Donc, ça va être publié dans notre petit webzine. Mais là, attendez. Est-ce que cette enquête-là sur la crise du logement, est-ce que vous allez parler à des gens qui ont été rénovincés? Est-ce que vous parlez à des propriétaires véreux? En fait, nous, on a choisi... Parce que ça, on considérait que ça avait déjà été fait beaucoup. Oui. Donc, nous, on s'est vraiment penché sur l'aspect politique. Oui. Donc, on a parlé... donc, on a parlé à beaucoup d'élus, puis à beaucoup d'organismes, à tous les niveaux. Avez-vous parlé avec France-Hélène Duranceau? On a essayé. On a passé une semaine à l'Assemblée nationale. Chaque jour, là, Elle est incapable de s'asseoir avec les gens qui dénoncent un peu ces pratiques. Elle se cachait dans le salon brun? Pas mal. Puis en fait, les journalistes de la tribune, de la stand qui sont là tous les jours, nous disaient, elle nous parle pas à nous, là. Donc, nous qui arrivaient un peu comme... Mais c'est pas grave, on a parlé à d'autres mondes. Puis on a parlé au municipal, au provincial, au fédéral, à tout le monde. Donc, on a vraiment... Parce qu'on était comme... Visiblement, il y a quelque chose qui marche pas, là. Parce que tout le monde se lance la balle, tout ça. Puis c'est un petit peu ça qu'on s'est fait confirmer. Puis après ça, il y a des gens... Nous, on voulait aussi proposer des solutions. Donc, on a parlé à des gens aussi qui... Parce que, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Ça serait pas si compliqué que ça, là. Ah non? Non. Que tout le monde ait sa maison? Oui. Ça serait tellement simple. Le problème, c'est que l'indicateur d'une ville va bien, c'est que les prix sont chers. Oui, c'est ça. Parce que les taxes foncières sont un revenu important pour les villes. Donc, c'est pas que tout le monde a un toit sur sa tête, tu sais. D'ailleurs, la découvrabilité des contenus québécois va être inscrite, paraît-il, à la charte et pas le droit au logement. Non, c'est ça. Il va falloir juste fournir des télés aux itinérants. Ils pourront avoir la culture québécoise sur Netflix. Ça va bien, hein? Et que ça va bien. Puis il y a c'est ça. Donc, puis on considère, on entrevoit le logement seulement comme un investissement puis une façon de faire des profits. Voilà. Donc, mettons, droit humain. Pourtant, c'est enclavé dans la Charte des droits humains. Donc, ces balados, tout ça, les articles, ça va être dès vendredi disponible pour tout le monde. Exact. Mais on s'abonne quand même à Pivot. Oui, on s'abonne à Pivot si on peut. Et puis voilà, je travaille avec mon collègue Isaac Pels. Nous, on a parti un petit substack aussi sur le côté parce qu'on est pigiste quand même. Notre substack s'appelle Duo-Duet. Donc, Duo-Duet. Comment va le français de Isaac? Je me suis toujours demandé. Il va vraiment bien. Puis d'ailleurs, tu sais, Isaac, c'est devenu comme un genre... C'est mon collègue avec qui je fais l'enquête, puis il est vraiment pas journaliste depuis très longtemps, mais il est parti vraiment... tu sais, là, on a récemment parlé d'Alexandre Lay qui est parti de Radio-Canada pour être sur YouTube, mais lui, ça fait longtemps qu'il fait ça, là, tu sais.
D'ailleurs, il a été contacté par Radio-Canada pour faire la tournée des antennes régionales pour parler de ça dans la foulée du départ d'Alexandre. Mais ça nous a beaucoup aidé parce que là, lui est dans la mouvance des influenceurs. Il y a comme 130 000 followers sur Instagram. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que ça aide la visibilité de notre travail. Mais lui, il s'est toujours dit qu'il ne voulait pas nécessairement... Il voulait vraiment utiliser les tribunes plus pour donner des faits, mais c'est difficile aussi de... Il va pas faire semblant qu'il n'y a pas de billet et qu'il n'est pas neutre. Là. Non, c'est ça. Mais puis il y en a d'autres qui font ça. Rachel Gilmore fait ça. Contrairement aux journalistes qui sont capables d'être neutres entre deux publicités de voiture pour ne ça, c'est une autre affaire. Là, on a pensé à faire une lettre avec plein de gens parce que il a mis The Breach avec Rebel News dans le même... on a parlé l'épisode dernier, c'est éclairant. C'est vraiment... c'est super insultant. Mon article préféré. C'est ça, exactement. Mon article préféré de Pivot d'il y a une semaine. Vous savez qu'on est en audio, hein, Marie-Hélène? Oui, je vais vous montrer votre ordinateur, on voit rien. François Cardinal au pays des historiens, donc Maxime Laprise qui remet les pendules à l'heure sur ce Nous, on avait déjà eu puis on avait déjà eu un petit débat avec François Cardinal en 2022, genre on est allé à un congrès de la FPJQ, on était sur un panel ensemble, puis on avait fait un éditorial à cette époque-là, puis on dirait que c'est ça, mais je trouve que c'est vraiment un manque aussi de voir les nouvelles tendances du journalisme. Tout à fait. Mais peut-être que un peu comme la lettre, hein, ça menace peut-être un socle qu'on croyait immuable de ces grands médias. Exact. Qui font des belles choses. On le rappelle, il y a du vrai journalisme. Et souvent, les journalistes sont victimes des positions, des politiques, des directions de ces médias-là, qui sont des entreprises médiatiques dont l'information est leur produit. Il ne faut pas l'oublier. Non, tout à fait. C'est des entreprises. Puis ça reste quand même... Tu sais, c'est le fun d'être pigiste, mais je veux dire, c'est sûr qu'on gagne moins notre vie aussi. Là, donc, mais on est plus créatif, hein? Tout à fait. Ben moi, je trouve, là, j'ai toujours dit ça. Mais ça prend des médias comme Pivot qui vont aller pas juste du côté de la police pour avoir comme un overview de l'itinérance, qui vont aussi aller voir du côté des itinérants et des organismes. Alors, tout ça se complète si ça se fait dans le respect. Ça s'appelle un écosystème médiatique. Mais là, quand ceux qui complètent le travail botché des autres, qui a un biais... puis qui les discréditent en ondes ou ailleurs, ça ne fonctionne pas. Là. Exactement. Donc, bon, ben, c'est des belles nouvelles, ça, oui. Gabriel Brassard-Lecomte. On va sûrement se revoir d'ici la fin de la saison, je pense. Je ne sais pas trop quand je vais la finir. Je pense que ça va être à mi-juillet. Je vais l'étirer cette année. Puisque je m'en vais dans un festival de décroissance pour enregistrer un épisode à Saint-Valérien, dans le coin de Rimouski. Wow. Et c'est le 12-13 juillet. Je pense que ça va être le... Pardon? Est-ce que c'est pendant Bicoline? Non, je... Êtes-vous payé en écus? Non, je vais pas à Bicoline, moi. Ah non? Ben, dans le temps que j'étais DJ dans les raves, je prenais pas d'MDMA, fait que je veux pas continuer à en prendre dans un contexte médiéval. OK. On est obligé d'en prendre quand on va là-bas? Il paraît que c'est mieux pour... Sinon, tu te rends compte que t'es quand même avec du monde habillé en médiéval, là, avec qui s'appelle Gwendoline pendant 2 jours. Oui. Voilà. Hey, merci. Beaucoup d'autres choses. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle d'On a fait nos recherches. L'autre projet balado qui m'occupe énormément, il y a des nouveaux épisodes qui sont en ligne. Et là, premièrement, je veux que vous alliez sur votre appli balado dont vous vous servez pour écouter l'épisode actuel et vous vous abonnez à On a fait nos recherches. Ça va me permettre d'avoir des chiffres très, très, très impressionnants quand je vais démarcher les champs de recherche. Mais non, en fait, on s'abonne pour écouter les épisodes parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, passionnantes, étonnantes, dont cet épisode que j'ai enregistré il n'y a pas si longtemps à l'UQTR, un épisode sur l'obésité, sur la définition de l'obésité qui a évolué, la façon de la mesurer, comment on y réfléchit d'une autre façon. Vraiment, vraiment intéressant. C'était à l'UQTR que j'ai enregistré cet épisode avec les professeurs Marie-Pierre Gagnon-Giroir et Alexandre Fizette. On va aller écouter un petit extrait, ça va vous donner un peu le ton. Puis j'aime beaucoup ce qui est en train de se développer avec On a fait nos recherches parce que, oui, parfois les sujets sont denses. C'est des fois des sujets très pointus, mais je pense que je réussis à amener un peu ce que je fais ici, c'est-à-dire... Oui, décomplexé, mais en même temps rigoureux. Il y a un ton, je pense, qui est quand même assez unique. Je vous laisse en juger. On va aller écouter tout de suite un extrait avant de poursuivre ce 33e épisode
de la balado de Fred Savard. Donc, extrait, on a fait nos recherches, épisode 6, regard croisé sur l'obésité. Avant d'aller plus loin, on parle d'obésité depuis tantôt, mais ça veut dire quoi en 2025? Bien, ce que The Lancet propose, c'est que pour que l'obésité soit considérée comme clinique, ça veut dire pour qu'elle soit un problème, il doit y avoir des conséquences liées à la santé. Puis ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un poids très élevé qu'on ne devrait pas considérer comme obèses parce que leur santé n'est pas affectée, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de problème en termes de santé. Puis ça fait longtemps que la communauté scientifique sait ça, mais s'obstine un peu avec cette réalité-là parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est vraiment un phénomène? Mais ce que la définition propose, c'est quand même de dire que pour que ça soit un phénomène critique, ben, ça doit être en lien avec la santé. Ouais. Si j'ai une silhouette, moi je dis souvent, là, des ratons laveurs, il y en a des petits puis il y en a des gros, puis des chats, il y en a des petits puis il y en a des gros, puis personne ne se borde avec ça. Marie-Hélène Gay? Oui. Avez-vous une belle chronique? Vous avez préparé quelque chose? Vous m'avez envoyé un texte. Faites plus ça, OK? Parce que je ne lis pas. Ah, ben parce tant que mieux. J'ai tellement confiance en mes collaboratrices que c'est carte blanche. OK. Je sais que ça va être bon. Bon. Puis je fais le montage, fait que si c'est pas bon... Ça sera dans ma chronique. Moi, je viens de vous parler de quelque chose en particulier, mais je crois que je veux en faire une habitude de lire un petit peu de poésie ou des petits extraits d'essais poétiques. Oui. La dernière fois que je suis passée à la balado, je vous ai parlé de l'essayiste et poète René Lapierre. Oui! Et je viens vous lire un extrait de L'Entretien du désespoir, qui a publié aux Herbes Rouges en 2012. Okay. Donc, 2012, qu'est-ce qui se passait en 2012? C'était le printemps érable. Et voilà. Et M. Lapierre était fâché. Okay. Et avait des choses à dire de manière très poétique. Donc, je vous lis la page 33 de L'Entretien du désespoir. Pas trop long, là. Non, pas trop long. Les distinctions spécieuses que l'on cherche à tracer entre violence motivée et violence non motivée ne laissent pas de reconduire à un « il faut », dont la finalité pratique reste l'arraisonnement brutal du client, dans le rappel obstiné de sa soumission aux ressources de la technique et aux lois du marché. Si, comme on nous le redit sans cesse, le client a toujours raison, c'est précisément que ses préférences ou caprices ne font aucune différence du moment qu'il y a de l'objet, et que son désir le ramène à l'objet, quel que soit cet objet et quel que soit ce désir. L'essentiel sera sauf. C'est-à-dire qu'il sera maintenu à la fois en termes d'injonction, exigez-le dès maintenant, et de complaisance. Il me le faut absolument. Ça, c'est un poème de René Lapierre, sous forme d'essai. 2012. Donc, le client a toujours raison. Oui, et tout de suite. Et tout de suite. Et ça, c'est entretenir le désespoir, selon moi. Oui. On prend des notes à la maison. Alors, je viens vous parler de la cryogénisation comme fantasme techno-capitaliste. Un sujet très léger. Oui. Que m'a inspiré une chronique de Étienne Paré dans un article, en fait, très fouillé du journaliste Étienne Paré dans La Presse, le journal de droite La Presse. Connaissez? Étienne Paré, ah oui, qui était il était au devoir, lui, il n'y a pas si longtemps. Donc, nos sociétés ont codifié la fin de vie autour de deux rituels principaux qui sont l'enterrement et la crémation. Oui. On est d'accord? On choisit souvent entre ces deux choses-là. Deux façons qui, en apparence, nous permettent de faire la paix avec les gens qu'on perd. Faire le deuil. Mais si vous faites partie des ultra-riches de Silicon Valley, ce qui est probablement pas le cas autour de la table ici. Je travaille fort, mais... On doit faire 30 000 à 3 ici. Donc... j'exagère, là. Oui. Pas si pauvre que ça. Une troisième option, beaucoup plus dispendieuse, s'offre à vous, la cryogénisation. Est-ce que vous êtes familier avec ce terme? Ben, Walt Disney, là. C'est vrai qu'à l'époque, oui. Mais je veux dire, c'est pas vrai, ça, dans le sens... ça se peut maintenant. Dans le sens, ça se peut, mais comme... On reste gelé là. Oui, mais on sait pas... Je vous l'explique. Ouais, mais... On n'a jamais dégelé. On n'a pas encore dégelé quelqu'un. C'est ça, c'est plus ça que je veux... Mais je vais vous en parler dans ma chronique, mais on a ouvert un tombeau glacé et les gens étaient quand même assez intacts là, après une trentaine d'années, là, parce que ça fait longtemps qu'on a commencé ça. C'est plus médiatisé maintenant. Mais ils n'ont pas été réanimés, ils ont juste été dégelés. C'est ça, parce que moi, j'avais compris que c'était ça, la cryonisation. C'est dans une optique d'être revivre. Oui, je vous en parle. Parce que attends, là, vous dites qu'il y a des tombeaux qui ont été ouverts, donc ça faisait 30 ans, ils ont été seulement ouverts. Juste ouverts. Ils n'ont pas été dégelés. Oh mon Dieu, non. Tu ne peux pas regeler, là. Non. C'est comme le steak haché, là. Can't ungeler. Ne regèle pas. No ungeling, là. Non. No regeling. Oh mon Dieu.
Fait que l'idée, je vous l'explique. L'idée, c'est simple en apparence, c'est de geler le corps ou parfois juste le cerveau. En plus, c'est moins cher, juste le cerveau. Et dans l'espoir qu'un jour, la science sache vous ramener à la vie. C'est ça. C'est la promesse de Alcor Life Extension Foundation en Arizona, où plus de 190 patients, là je le mets entre guillemets, patients, reposent dans des cuves d'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Oh là là. Le coût, entre 80 000 et 200 000 $ selon la formule et la partie du corps choisie. C'est un one-shot. C'est un one-shot. C'est un one-shot. C'est pas si cher. Mais il faut devenir membre, il y a plein d'affaires. Ah ouais, c'est comme un peu un... Je sais pas comment dire... un club privé. Un club privé. Ouais. N'entre pas qui veut et ne se gèle pas qui veut. J'ai vu un reportage là-dessus. Où ça? En tout cas, c'était très intéressant. Le reportage, donc, à la presse, tu l'as lu? Oui, mais il y a il y a Robert Miller. Là, j'ai vu aussi un reportage. Dominique Leclerc en parle. Un reportage filmé, là. OK, ouais. C'était Mais c'est pas Dominique Leclerc, transhumé? Peut-être. Je vais laisser toutes mes références. Je vais vous laisser toutes mes références, Fred. Vous pourrez les mettre sur le site. Oui. C'est vraiment intéressant, mais ceux qui misent cette voie-là le font pas seulement par peur de la mort. Ils le font par refus de la limite et clairement par obsession de la vie. Oui. La cryogénisation, comme le transhumanisme auquel elle est souvent associée, repose sur la foi presque religieuse en la technologie comme Deus ex machina. Oui. Personnellement, je suis de moins en moins effrayée par l'idée de la mort, mais l'idée seule de continuer de vivre après, mettons, 130 ans dans un cercueil de glace, c'est non. Je fais une sieste d'1 heure, puis je suis toute déphasée. Oui. J'imagine pas pourquoi tu voudrais revenir? Avez-vous déjà vu le film avec Sylvester Stallone puis Sandra Bullock? Sandra Bullock. Ouais. C'est un policier qui... Oui, puis il j'ai pas vu revient ça. comme 35... Justement, lui était gelé, il se fait ramener parce qu'il y a un gros méchant là, qui sévit 30 ans juste lui. après. En fait, c'est un policier d'élite qui est mort trop jeune dans les années 80. Et là, il a été congelé. Et là, on le ramène pour élucider le méchant... Je dois écouter ça ce soir. Pas, là, non, parce que le monde a changé. Ils font plus l'amour. Ils font juste l'amour virtuel. C'est là qu'en français, la traduction, c'est mais là quoi, on ne fait pas le grand mambo ou le cuchi-cuchi? What? Le cuchi-cuchi, c'est ça? Faut vraiment que tu regardes ça. Comment ça s'appelle, ce film-là? Je me rappelle. Écrivez-nous ça. Vous avez rompu le contact? Contact? Le contact, je vous ai même pas touché. Mais je croyais que vous vouliez faire l'amour. C'est ça que vous appelez faire l'amour? Il a été prouvé que le sexe virtuel générait des ondes alpha pendant le transfert digitalisé des énergies sexuelles. Bon, Oxley, qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça à l'ancienne mode? Oh, c'est dégoûtant! Vous voulez dire... un transfert de fluide? Non, je veux dire bander, baiser, faire crac-crac boum-boum, s'envoyer en l'air, quoi! Cela ne se fait plus. Fait qu'imagine dormir 130 ans. Imagine le pauvre monsieur qui s'endort en 1890, complètement raciste et misogyne, et qui se réveille en 2025 dans un monde complètement raciste et misogyne. La confusion doit être totale. Et toi, Fred, est-ce que tu te ferais cryogéniser? Non, jamais de la vie. Je trouve ça long, des fois, la vie. Moi, des fois, j'ai hâte que ça finisse. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai un enfant puis tout, là, mais je vais me permettre ce commentaire. Mon Dieu! C'est l'enfer. Ouais. Gabrielle? Ouais, moi non plus, là. Puis même vivre... Tu sais, comme j'écoutais Jeannette Bertrand, puis vraiment le respect, là. Tu sais, elle a 100 ans, là. Oui. C'est long, 100 ans, là. C'est long, là. Elle est née en 1925. Imaginez mettons que l'immortalité existe. Ouais. Imaginez comment ça sera encore plus trash. C'est sûr, parce que là, on aurait plus de... Il y aurait plus de limite à tous les niveaux, là. Exact. Mais moi, je pense pas que ce serait une bonne chose. Non. Dans le fond, lors de mes recherches, j'ai compris que vieillir, c'est pour les pauvres. Parce que dans le livre The Price of Immortality, The Race to Live Forever, en 2022, le journaliste Peter Ward documente cette industrie en pleine expansion. Il raconte comment investisseurs, gourous de la Silicon Valley et biohackers parient des millions sur la longévité. Régime extrême, transfusion de sang jeune, Peter Thiel en fait l'usage. Ben Toutes les semaines, Peter Thiel se fait injecter du plasma jeune. Ouais. Il prend où? J'ai peur, je sais pas. Il me semble que... C'est des dons de sang. Ils achètent du sang parce qu'aux États-Unis, c'est privatisé. Fils? Ah oui, son fils lui passe du sang. Quelque chose de weird. Elon Musk fait 14 enfants, c'est pour avoir une banque de sang. Non, mais ça, c'est une autre forme de néolibéralisme narcissique. Là, non, mais c'est pour prolonger son génie. Ouais. Sa race. C'est ça. Fait que ce que Ward décrit, c'est que c'est pas une quête de santé, mais plutôt une panique de vieillir. L'objectif, c'était pas de vivre mieux, mais de vivre plus à n'importe quel prix. Ouais. Là, je l'ai acheté en PDF, ce livre-là, je l'ai lu, je vais vous le facturer d'ailleurs. Oui. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que... Vous savez qu'avec l'immortalité, là, souvent, je rembourse au bout de 50-60 ans. Ça prend des avantages, quand même. Oui, c'est ça. On prendra comment on appelle ça, tu sais, une entente de paiement? Ouais.
Puis c'est pas une vision qui permet de soigner l'humanité, de soulager la souffrance, de transmettre quoi que ce soit, parce que c'est profondément individualiste comme truc. Puis on cherche pas à améliorer le sort collectif, mais à prolonger une existence personnelle, son propre corps, son propre esprit, son propre pouvoir. Fait que mourir, ça devient une faiblesse, un échec logistique, puis quelque chose qu'on aurait pu éviter si on avait eu assez de bidou. Puis ce que nous montre aussi Don DeLillo, l'auteur, dans son roman Zero K, un milliardaire finance un centre cryogénique pour préserver sa femme atteinte d'un mal incurable. Puis là, leur fils découvre un lieu aseptisé, presque religieux, où les corps flottent dans l'attente d'un avenir meilleur. DeLillo, il critique la déshumanisation profonde de ce fantasme, l'effacement du deuil de la personne qu'on perd, du temps, de la transmission, la vie littéralement figée. Fait que ce rêve technologique-là, c'est évidemment pas à la portée de tous. L'après-mort, ça s'achète à coups de millions. Cryogéniser son corps ou même juste sa tête, s'offrir des traitements expérimentaux, financer des labos privés, de reprogrammation cellulaire, tout cela suppose une richesse démesurée. C'est une forme d'accès VIP à l'immortalité, réservée à une élite toxique qui refuse obstinément de disparaître. Puis en passant, si je vais répondre à votre question du début, là, on est à des années-lumière de pouvoir ranimer qui que ce soit. Les tissus congelés à moins 196 degrés subissent des dégâts irréversibles. Les cellules éclatent. On dirait un poème. Les cellules éclatent. Les synapses se désagrègent. La structure même du cerveau est fragilisée par la formation de cristaux de glace. Et même avec des cocktails de vitrification super sophistiqués, on ne parle pas d'un long sommeil à la Walt Disney ou d'un retour au secondaire comme dans L'Homme d'Encino. Puis de toute façon, à la vitesse où le gouvernement... Tu sais, il revient, ils vont au secondaire. Il lave un peu avec un peu de Windex, là, puis là, il va à l'école, il est habillé en fluo, puis il est comme « Bonjour, madame ». De toute façon, à la vitesse où le gouvernement coupe dans l'éducation, ça serait fou de penser d'aller à l'école dans le futur. Anyway, il et elle font juste se faire congeler forever jusqu'à ce qu'une panne majeure les fasse fondre comme un pops au soleil. Parce que il n'y a aucun, tu sais, je pense vraiment pas que personne n'est à l'abri que ces usines-là, actes de cryogénation, soient pris d'assaut par, je sais pas, une crise climatique qui shut down tout, puis ils vont mourir dans leur espèce de truc de glace. Mais les gens qui ont ces compagnies-là, là, ils ont vraiment trouvé le meilleur spam ever. Là. Mais c'est aussi un peu épais. Attendez. Oui. Évidemment, on peut pas imaginer c'est quoi être milliardaire. Ouais, ça rend fou, là. On sait que ça rend fou. Probablement, mais ça fait en sorte que ce genre d'idée-là, tu te dis, ben oui, c'est possible. Puis plusieurs de ces gens-là sont des accélérationnistes, c'est-à-dire qu'ils veulent provoquer la fin du monde en ayant très confiance aux avancées technologiques pour que quand le grand reset va arriver, ils vont être capables de renaître, débarrasser de toute cette plèbe de c'est-à-dire nous, qui a un peu des empêcheurs de tourner en rond et on est une quantité négligeable. J'imagine que quand tu es milliardaire et multimilliardaire, là, tu peux penser à ça sérieusement et le faire. Ben, le cas de Robert Miller illustre votre logique jusqu'à l'absurde. Là. Comme l'a révélé Vincent Larouche dans la presse le 3 mai dernier, le milliardaire québécois accusé de crimes sexuels sur mineurs a investi des dizaines de millions de dollars pour s'assurer une place chez Alcor, en Arizona. Ouais. Malgré sa santé fragile et l'éventualité d'un non-lieu pour son procès, M. Miller veut éviter la prison, mais aussi la mort. Il a tout prévu. Fondation privée, transfert financier, cuve réservée. Fait qu'à sa mort, une équipe va venir récupérer son corps à Montréal pour l'entreposer chez Alcor, en Arizona, dans les heures qui suivent. Tout est politique dans ce projet-là. C'est ça, puis je suis pas sûre que c'est les meilleures personnes qui se font créer une Oui, bien, j'y arrive. Mais ils vont tous se réveiller ensemble. C'est de Ils vont se manger la face. Ben, c'est de l'évasion morale. C'est complètement de l'évasion morale et temporelle. Puis peut-être un désir pour sa part de recommencer ses manigances de vieux pédos. Parce que contrairement à la plupart des vieux riches, M. Miller pose des gestes qui montent sans détour, qui pensent aux enfants de demain. Wow! Fait que c'est ça. Pendant mes recherches, malheureusement, j'ai dû explorer le site d'Alcor pour découvrir qui sont ces individus attirés par l'idée de l'immortalité et au-delà de la par richesse. Du cash aussi. Oui, mais c'est des riches, mais c'est tellement des riches creepy. Il y a des milliardaires de la tech, mais il y a aussi un expert en nanotechnologie moléculaire, donc quelqu'un de très intelligent qui est aussi membre du conseil scientifique d'Alcor, bien sûr. Une libertarienne de la Colombie-Britannique qui est même pas si riche, mais qui a pilé ses billes toute sa vie pour pouvoir avoir accès à ça. Il y a un passionné d'exploration spatiale et navale, un membre actif de la communauté cryonique. Il y a une globe-trotteur, une productrice de télévision, une auteure de thrillers médicaux. Faut quand même que tu aies vraiment une haute estime de toi-même. Là. Tu te prends pas pour un 7-Up flat. Une auteure de thrillers médicaux?
Oui, C'est Nancy... Fabienne Larouche? Ah non, okay. C'est Nancy Fisher. D'ailleurs... Imagine Fabienne Larouche qui va avoir la case horaire de 19h pendant 465 ans. Est-ce que... Grâce à la cryogénisation. Ben, tu peux quasiment rendu là. Mais tu sais, pour vrai, c'est tellement le genre de truc que PKP ferait. Là. Oui, probablement. Je vais le dire ici. Oui, mais peut-être. Ben, c'est le seul... C'est un des... Tu sais, on a pas de temps que ça d'ultra-riches ici, là. Mais il y a quelque chose dans « je suis important, je mérite de continuer plus tard, revenir ». Fait que c'est évident. Il n'y a pas beaucoup de woke là-dedans? Non, ben les woke sont pauvres. Hein? Les woke défendent les woke. Fait que les woke continuent d'être pauvres. On va pas se mettre à défendre les riches, en tout cas. Non. C'est évident que l'attrait pour la cryonie, ça dépasse les sphères habituelles du pouvoir et de la richesse, touchant des humains au parcours varié, unis par le désir de défier la mort. Mais c'est vraiment surtout, selon mes recherches, une affaire d'ego, comme tu disais, Gabrielle. Quelque chose qu'une petite thérapie aurait pu régler pour 135 $ par semaine pendant 16 semaines. C'est ça va coûter moins cher pas mal. Et pour terminer, ben, je veux juste dire que moi, je suis pas contre ça, là, la cryogénisation des riches, mais je comprends pas pourquoi on le fait pas tout de suite, dans le fond. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre, pas attendre d'être Fred? mort, en fait. Je disais que ça serait intéressant au niveau scientifique. Maintenant que tu te fais cryoniser pendant que tu es vivant, t'as-tu plus de chance? Ouais, ça, c'est vrai, ça. Peut-être tes tissus, au cours des plus jeunes. Mais on encourage tous les ultra-riches du Canada à essayer. Hein? Allez-y. Pour vrai, allez-y. De toute façon, vos entreprises roulent tout seuls. Ben oui. On le sait. Mais c'est quand même incroyable parce que, tu sais, c'est des gens, ben, en tout cas, justement, qui pensent qu'ils sont intelligents, donc ils devraient savoir que la science... Ou ils se disent la science va être rendue là. Mais ils financent eux-mêmes une science qui veut les amener là. Ouais. C'est pas la science woke, c'est ça aussi. C'est la science biomoléculaire qui va aller chercher le sang des pauvres pour faire recirculer le sang des riches. Mon Dieu, c'est la dystopie. Ah, merci, Marilyn Guy. Vous restez avec nous? Parce que j'ai un autre invité qui s'en vient. Je pense que ça vous intéresse. Gabrielle Brassard-Lecourt, vous pouvez peut-être rester, mais j'ai l'impression que vous êtes trop occupé. Ah non, moi j'aurais aimé ça prendre un café avec toi après. Ben, peut-être. OK. Bon. Alors, Gabrielle, bye. Gabrielle Brassard-Lecourt qui quitte. Dégoûtée par votre chronique, Marilyn. Quoi? Alors, diriger un journal militant de gauche de combat, c'est énormément de travail. Gabrielle Richard, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci de me recevoir. Très heureux de vous recevoir. Vous avez publié un essai qui m'a beaucoup plus intéressé que j'aurais pensé. OK, ben j'aime ça. OK. Protéger nos enfants, queerness et adultisme. Donc, c'est publié chez les éditions du Ménage. J'ai appris plein de choses. Puis c'est drôle, comme parent, ça m'a interpellé énormément. Beaucoup de discussions avec mon amoureuse par rapport à ça. Parlez-nous de vous un peu pour qu'on sache à qui on a affaire. Ben déjà, je suis aussi parent, hein, parce que ça a un impact aussi sur ma manière d'appréhender le sujet puis d'être déstabilisée. Oui, voilà. Quel âge, vos enfants? Alors, 15 et 6. Ouais. OK. Donc, j'ai un petit peu de tout. Ouais. Oui. Ça me tient bien occupée. Sinon, je suis sociologue. Oui. Donc, je m'intéresse particulièrement aux questions de genre et de sexualité au carrefour de la jeunesse. Je me suis beaucoup intéressée notamment aux expériences scolaires des jeunes LGBTQ. Ouais. Donc, c'est surtout ça, le prisme par lequel j'arrive à ça. Puis, donc, Protéger nos enfants, c'est mon 3e livre. Ouais. Et vous le dites assez rapidement dans le livre, il y a une panique morale autour de la transition et de l'exploration des genres. Vous parlez beaucoup d'exploration des genres, chose qui est à peu près pas possible dans le discours ambiant. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus d'entrée de jeu? Parce que vous rappelez que les bloqueurs d'hormones, ça a pour but de gagner du temps et de créer pour les adolescents les conditions d'une exploration apaisée. C'est une démarche qui est réversible. Puis quand on entend le discours médiatique autour de ça, on ne reviendra pas sur les gens il y a tellement de désinformation. Qui on a parlé tantôt. Il y a vraiment une panique morale. Alors, la panique morale, elle s'incarne de façon particulièrement évidente en ce qui concerne la prise en charge des mineurs qui sont en transe ou en exploration sur le plan du genre, mais on la voit de différentes façons. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, la manière avec laquelle je suis arrivée au sujet, c'est de me rendre compte qu'il y avait différents sujets dans l'actualité, par exemple l'heure du compte avec des drag queens, la manière dont on devrait ou non permettre des toilettes genrées, la directive Drainville. Et moi, j'étais en France jusqu'à récemment. J'ai passé la dernière décennie en France. Je voyais des choses équivalentes en France autour de moi. Puis je me disais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une tendance de fond à activer et réactiver, parce que c'est rien de nouveau non plus, mais des paniques morales autour des jeunes et des influences auxquelles les jeunes seraient soumis en matière de genre et de sexualité. Puis ce qui m'intéressait, c'est que tout ce qui est en filigrane de ça, l'heure du compte avec Barbada. La raison pour laquelle ça a fait scandale, c'est qu'il y a beaucoup de parents et beaucoup d'adultes qui se sont dit,
exposer mes enfants à ça, ce serait leur ouvrir la porte au fait que ça va leur donner des idées. Ça va leur donner des idées, ça va les influencer. Ouais. Donc, ce qui est sous-jacent à ça, c'est par ce biais-là que moi, j'en suis arrivée à la question de la domination adulte. C'est des manières par lesquelles les adultes en arrivent à dire les jeunes ne sont pas capables de se penser pour eux-mêmes en matière de genre et de sexualité. Pour moi, c'était ce qui était commun à toutes ces paniques morales qu'on voit poindre ça et là et qui ont l'air un peu disparates, mais elles ont en commun cette crainte adulte sur le genre et la sexualité des enfants. La peur de l'autre. La peur de l'autre, la peur de ce qui n'est pas normatif, finalement. Oui, voilà, parce que bon, et là, on arrive à l'adultisme. Oui. Comment on peut le définir, l'adultisme? Très simplement, un rapport de pouvoir entre adultes et enfants ou entre personnes majeures et mineures dans une société donnée, dans un contexte où plus de droits et plus de privilèges sont conférés aux adultes sur le plan économique, social, politique, et etc. Est-ce que c'est un concept sociologique qui est documenté, que plusieurs penseurs réfléchissent? Oui, absolument. C'est un concept sociologique qui existe de longue date. C'est pas non plus le rapport de pouvoir le plus connu. Quand on parle de rapport de pouvoir sur la base de l'âge, on parle souvent de l'âgisme et la manière dont les personnes plus âgées dans nos sociétés vivent des violences et des discriminations, etc. Ce qui existe effectivement. Mais souvent, on a fait l'économie de regarder ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc, c'est un concept qui existe de longue date. Ça a été notamment théorisé par Christine Delphi, qui est une sociologue féministe relativement connue. Mais ce n'est pas parmi les rapports de pouvoir qui nous frappent en plein visage. Peut-être parce qu'on le vit tous. Ben alors, c'est particulièrement intéressant. En tant qu'adulte, puis on l'oublie quand on était enfant, parce qu'il y a une norme sociale aussi qui est acceptée, que c'est normal que les parents aient une autorité et décident pour les enfants. Mais je ne vais pas aller trop vite parce que je veux qu'on revienne quand même sur la question du 2 poids, 2 mesures quand on assiste à cette panique morale, parce que dans le fond, derrière ça, il y a aussi ce que vous appelez l'évidence hétérosexuelle. Alors, l'évidence hétérosexuelle, alors ça a l'air d'être un grand terme, mais c'est juste l'idée qu'on prend pour acquis que tout le monde est toujours hétérosexuel. Et ça prend même forme dès la petite enfance. C'est-à-dire qu'on a des parents ici, dès que nos enfants sont plus jeunes, par exemple, une amitié entre un garçon et une fille, on rapidement, en tant qu'adulte... C'est ton petit chum, voilà, c'est ta petite blonde. C'est ta blonde, est-ce que vous pensez que vous allez vous marier? Des affaires qui sont vraiment niaiseuses. Anodines, banales, mais qui disent quelque chose d'une normativité, de ce à quoi on s'attend de la part de cet enfant-là ou ces enfants-là qui vont grandir. On va jamais réinterpréter l'amitié entre deux garçons comme « est-ce que c'est ton petit amoureux? » Jamais on va porter ce regard-là. Donc, ce que ça dit, c'est qu'en tant qu'adulte, il y a quelque chose qu'on s'attend, qu'on veut voir se déployer dans la vie de nos jeunes. On va même dire que c'est naturel. C'est dans l'ordre naturel des choses. Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on entend constamment. Donc, l'évidence hétérosexuelle, ça réfère à ça. Il y a aussi... Alors, l'évidence hétérosexuelle est un concept qui est théorisé par un sociologue qui s'appelle Kevin Dieter, mais on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent avec le fait d'être une personne cisgenre. On s'attend qu'en fonction de l'anatomie des organes génitaux à la naissance, une personne s'identifie et s'habille et se comporte en conformité avec ça. Donc, soit une personne cisgenre. Et ça va tellement de soi que dès lors qu'on le questionne, on se fait dire que on impose des idées, on fait de la propagande, etc. Et il y a le côté asexuel aussi des enfants. On refuse aussi cette idée qu'ils ont peut-être, à une autre échelle, une certaine forme de vie sexuelle. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Absolument. Et c'est ce qu'on sait de longue date. On sait qu'il y a même des nourrissons ou des bébés in vitro qui se touchent les organes génitaux, qui se procurent du plaisir. Peut-être parce qu'ils ont entendu un conte de Barbada à l'extérieur. Exactement. Donc, il s'est passé à travers le ventre et l'utérus. Effectivement. Mais c'est effectivement ça qui est en jeu. Donc, oui, nos enfants, c'est comme paradoxal parce que soit d'un côté, on les voit comme en dehors du genre et de la sexualité. Ils sont à genre, c'est trop tôt, etc. Ou soit qu'on les voit comme pré-hétéros. Mais jamais on va, alors que ce serait super propice à l'enfance, d'ouvrir le champ des possibles puis de dire... de laisser explore, découvre les choses. Ou le malaise autour de la masturbation, que c'est pas avant, mettons, 12 ans pour un petit garçon, alors qu'il y en a qui se touchent très tôt. Puis il faut leur dire de pas le faire nécessairement en public. Mais j'imagine qu'il y a des parents qui vont aller plus loin de ne pas le faire du tout. Tout à fait. Parce que les enfants sont trop jeunes. Ça fait partie aussi de l'adultisme, dans le fond, d'estimer que les enfants sont trop jeunes pour faire plein de choses.
Alors, la manière dont l'adultisme se déploie de plein de façons, hein, mais autour du genre et de la sexualité en particulier, c'est le fait qu'en tant qu'adulte, on va cadrer, on va framer la conversation sur ce que nous, on pense qui devrait avoir lieu, ce qu'on pense qui devrait aller de soi. Ouais. L'adultisme pense ces questions-là en dehors du genre et de la sexualité. Oui. Par exemple, on va penser aux espaces publics, la manière dont ils sont conçus pour les adultes. Ouais. Hein, encore une fois, rarement pour les enfants. Très rarement pour les enfants. Pour se laver les mains, ma fille, il faut tout le temps que j'allève pour faire pipi. Les toilettes sont énormes et très hautes. Ça, on lève ça sur un genou, on a l'équilibre est précaire, etc. Ouais. Les transports publics, les trains, etc. Puis on se fait souvent dire en tant que parents, les enfants dérangent, les enfants sont bruyants, mais on n'a pas non plus les moyens on n'accommode pas dans nos lieux publics la présence d'enfants. C'est vrai. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est vraiment la manière dont ça se joue spécifiquement sur les enfants et les ados queer, mais c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Vous dites que les rapports de domination entre adultes et entre parents et enfants vous ont longtemps pétrifié. C'est écrit comme ça, vraiment, dans... Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je pense que ce livre-là, il était vraiment difficile à écrire. Tu vois, d'entrée de jeu, tu disais, c'est un livre qui m'a questionné, qui a généré des conversations. Puis quand j'étais en phase de recherche ou de rédaction du livre, j'ai eu beaucoup de blocages parce que j'arrivais mal à réconcilier ma moi sociologue qui veut penser en termes de rapport de pouvoir. Donc, je comprenais ça, puis je voulais le réfléchir. Puis ma moi parent qui, à un moment donné, la journée doit commencer. C'est ça. Donc, il y a des choses, je veux bien être à l'écoute de mes enfants, mais maintenant, la vie roule, il faut aller à l'école. À la journée longue. Là, je me rends compte que je menace ma fille toute la soirée. Si tu fais pas ça, il n'y aura pas ça. Nos enfants nous menacent aussi. Oui, ça, c'est vrai. Ma fille me menace sans arrêt. D'ailleurs, oui, c'est l'enfer. On voit que c'est un sujet lourd. C'est un sujet. et vous dites même que la vulnérabilité inhérente aux âges est en bonne partie construite. C'est quand même edgy, ça, comme position. Bien, c'est edgy, oui et non. C'est-à-dire que je veux préciser un truc, parce que très souvent, moi, quand je dis que je travaille sur la domination adulte, puis j'explique c'est quoi, on va me dire, oui, mais un bébé, ça va quand même pas s'alimenter tout seul, etc. Alors oui, je le reconnais. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nécessité d'une intervention d'une personne plus vieille pour les enfants en bas âge, effectivement. Ce que je veux dire, par contre, ce que moi, je veux interroger, c'est la manière dont le statut d'enfant est construit dans nos sociétés. Comment on considère qu'il y a quelque chose d'un peu magique ou ironique autour de 18 ans. Qu'est-ce qui se passe du fait qu'à 17 ans, on considère que quelqu'un n'a pas les capacités pour faire des choses, puis là, il y a un anniversaire, et puis subitement, cette personne est en capacité de faire des choses similaires. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route, qui est effectivement de l'ordre d'une construction sociale, qu'on interroge peu. Donc, ce côté arbitraire du 18 ans, ou parfois du 21 ans, en fonction de ce qu'on permet ou non, est rarement interrogé comme tel. Et moi, ce qui m'intéresse, particulièrement dans la question de la vulnérabilité, c'est de me dire, OK, si je considère que mes personnes plus jeunes sont vulnérables ou peuvent être vulnérables, et donc, en tant qu'adulte, je dois les protéger et arbitrer leurs droits à leur place, etc., d'accord. Mais si on considère qu'ils sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas, par exemple, les capacités cognitives complètement abouties, etc., pourquoi on n'a pas la réflexion équivalente pour les personnes en déclin cognitif, les personnes âgées, par exemple, qui ont un déclin cognitif? On ne va pas leur retirer des droits. On ne va pas leur dire, à partir d'un certain âge, il faut faire des tests pour être sûr que vous êtes en capacité d'exercer votre droit de vote. On le voit sur les routes qu'il n'y a pas de tests qui sont passés. Normalement, il peut avoir des tests, mais il faut que le médecin le demande spécifiquement. Une personne âgée d'aller passer un test. Que la personne âgée soit sous tutelle, en fait. Et ça demeure très controversé, donc de retirer des droits. Donc moi, je m'intéresse justement à ce caractère construit. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un moment, l'incapacité cognitive présumée bloque le fait de se prévaloir de droits, puis à partir d'un moment, elle ne bloque pas. Qu'est-ce qui joue ici? Pour illustrer l'adultisme, vous amenez des notions que j'ai jamais réfléchi à ça, puis maintenant, j'ai pas le choix de le faire. La fréquence à laquelle les enfants sont touchés par les adultes, la quantité de contacts physiques non sollicités, on pense jamais à ça. Il y a une sociologue qui s'appelle Stevie Jackson et qui disait que la manière dont une personne est touchée dans une société témoigne beaucoup de sa position sociale. C'est-à-dire que les boss vont plus toucher les employés que le contraire. Les hommes vont plus toucher les femmes que le contraire. Et les adultes vont plus toucher les enfants que le contraire. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mal intentionné, mais juste de dire qu'en tant qu'adulte, on va souvent s'arroger le droit de dire, OK, il fait froid, mets un manteau, il fait chaud, enlève ton manteau, on va couper tes cheveux, tasser tes cheveux, attacher tes cheveux, on va se laver, on va faire tel truc. Donc, on intervient sur le corps de façon parfois violente.
aussi. Oui. Donc, des fois, on va frapper, on va empêcher le mouvement, etc. Hier, j'ai arraché mon téléphone de la main de ma fille parce qu'elle ne voulait pas le lâcher, puis j'avais un appel qui rentrait. Je ferais jamais ça à quelqu'un dans l'autobus. Non. Alors qu'on a souvent envie dans l'autobus. Oui. Alors, ce qui est vraiment intéressant, justement, tu l'évoques, c'est que si on s'interroge sur est-ce qu'on ferait l'équivalent avec une personne adulte? Oui. Si on invertit les rôles, il y a une BD de Fanny Vella qui s'appelle « Et si on changeait d'angle », qui est vraiment intéressante puisque c'est juste des petites vignettes, hein, c'est pas très, très long, quoi que ce soit, mais c'est des scénarios qui mettent en scène d'habitude un enfant et un adulte, mais là, pour réfléchir à la domination adulte, mais en scène 2 adultes. Wow. Donc, c'est donc, par exemple, un adulte, je sais pas, un monsieur qui prend son bain et sa femme va dire « Ah ben là, le bain est fini, sors de l'eau, etc. » Jamais on envisagerait ça. Ou si on voyait ça, on se dirait, ben voyons, pourquoi cette intervention-là, ça n'a pas lieu d'être? À ça, Fred, tout le temps, mais c'est parce que dans l'exemple de la BD, il y a un exemple qui résume tout. C'est que c'est un adulte, un homme, qui se fait dire « Pourquoi tu prêtes pas ta voiture à ton voisin que tu connais pas beaucoup? » Alors que dans les parcs... Tout de suite, on est dans le partage avec des inconnus, des enfants, et des enfants désagréables là, de 4 ans, il y en a, là. C'est pas tous des amis. Moi, je suis au parc, je ne fais que juger les autres parents, honnêtement, là, c'est l'enfer. Vous savez qu'ils font la même chose. Oui. Hein? On m'écrit à ce sujet. Donc, non, mais on ne pense jamais à ça. Puis moi, ça transforme. Les bisous. Puis moi, je le fais quand même depuis... ça fait 20 ans, comme mon plus vieux. J'ai jamais exigé des bisous, même à la famille. Comme moi, quand j'étais jeune, on me disait « Va donner un câlin aux tantes. » Puis j'ai rien... Mes tantes étaient gentilles, mais on ferait pas ça avec un adulte. Ben non, on ferait pas ça avec un adulte. Puis c'est intéressant parce que, mettons, moi aussi, je demande à mes enfants, est-ce que je peux te donner un bec? Oui. Une fois sur deux, ils vont dire non. Tu n'aimes pas ça, en tant qu'adulte, tu vas dire non. Hey, je suis ton parent, je peux t'embrasser si je veux, tu sais. Donc, il y a aussi cette idée que dès lors qu'on met sur le tapis le côté arbitraire, qu'on interroge ce qu'on impose ou ce qu'on n'impose pas, ce qu'on est en droit d'imposer ou non, c'est très déstabilisant. Ouais. Tu sais que quand on était jeunes, là, je me permets, là, on fallait donner des becs à nos vieux mononcles qui sentaient l'alcool ou nos vieilles matantes qui sentaient le parfum. Ouais. Les enfants sont extrêmement répulsés ou attirés, un ou l'autre, par les odeurs. Ouais. Fait que les propulser vers des gens vers qui ils n'iraient pas nécessairement parce qu'ils n'aiment pas l'odeur, ils ne se sentent pas en sécurité. Juste à cause de l'odeur, là. C'est pas par rapport à l'affection qu'on porte à la personne. Là. Non, c'est vraiment, tu sais, les enfants, ils se protègent pour la survie. Hein. Fait que s'ils sentent quelque chose qu'ils n'aiment pas, une odeur, une manière de tenir le bras, une manière, la salive de l'autre... on les met dans des situations dangereuses, je trouve, en les forçant à toucher aux autres. Et on leur apprend à ne pas s'écouter. Oui. On leur apprend à ne pas écouter leur consentement. Tout à fait. Et là, ça devient vraiment problématique quand on le pense sous cet angle-là. Ben non, que tu aies envie ou non, peu importe, c'est ce qu'on fait parce que c'est ça qui doit avoir lieu. Le concept de Père Noël et de genoux et de proximité des organes génitaux, moi, ça me rend tellement mal à l'aise. Je dis pas que ces personnes-là sont mal intentionnées ou attirées par des enfants. Mais le bon vieux trope du Père Noël pédo, là, mais c'est quand même weird de mettre son enfant assis près des organes génitaux d'un inconnu. Dans un centre d'achat. Est-ce que je suis réac? Dans un centre d'achat. Dans un centre d'achat. C'est comme la métaphore du capitalisme. Est-ce que je suis réac de penser ça? Écrivez-nous. Gabriel Richard, vous citez, entre autres, plusieurs sociologues, entre autres, de ce que je devine. C'est intéressant aussi parce que ça nous permet après ça d'approfondir. Puis même à la fin, si ma mémoire est bonne, il y a une section pour approfondir. Des ressources et tout ça, oui. Dorothy Ducey. Oui. Qui, elle, va même jusqu'à affirmer que l'inceste est constitutif de l'ordre social. Elle participe à la fabrication des dominateurs et des dominés. Ça, c'est... Est-ce que tu peux un gros morceau, ça. Alors, Dorothy Ducey est anthropologue. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le berceau des dominations », qui est une espèce de livre incontournable sur l'inceste. Et ce qu'elle explique, alors, c'est pas nécessairement ce que moi j'écrirais, mais ce qu'elle évoque, c'est cette idée que l'inceste joue une fonction sociale. On apprend par le biais de l'inceste et la manière dont c'est beaucoup plus courant qu'on veut bien se l'admettre en société. On apprend quelque chose du rôle conféré et de la légitimité d'un rôle conféré. Donc, l'inceste joue un peu ce rôle de mécanisme de validation d'un ordre patriarcal dans une société. Ça se perpétue souvent dans une famille, n'est-ce pas? C'est pour ça, mais effectivement, on constate que ça se perpétue aussi. Alors, elle va parler, par exemple, d'une culture de l'inceste, du fait que le fait que c'est tellement répandu n'est rendu possible que en raison de l'adultisme. Voilà. C'est en raison des rôles respectifs de part et d'autre que c'est aussi permis.
Il y a aussi des exemples qui sont fascinants dans votre essai, Gabriel Richard, entre autres Anthony Vincent, je pense que c'est un anglophone. Français. Anthony Vincent. Okay. Anthony Vincent. Si c'est un français, je peux dire Anthony Vincent, du coup. Qui affirme que le fait d'être gay lui a servi à passer entre les mailles. Donc, le fait d'être un jeune homme racisé issu d'un quartier populaire, le fait d'être gay l'a un peu dédouané aux yeux des policiers. Il peut pas être vraiment violent. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, là, parce qu'on parle au carrefour de la jeunesse, de la racisation, puis de l'homosexualité dans ce contexte spécifique. Et ce qu'on remarque ici, c'est que quand on dit que les enfants ou les mineurs sont vulnérables et donc la protéger, on le pense de certains types d'enfants. Ils ne sont pas tous égaux. Non, c'est ça. Ce sont les enfants blancs, les enfants cisgenres, les enfants hétéros qu'on veut protéger d'une influence indue, etc. Et donc, les personnes racisées, les jeunes personnes racisées, surtout les jeunes hommes racisés, on leur offre pas le même bénéfice du doute. On voit en fait, ils perdent leur innocence très tôt. Ils deviennent une menace comme les adultes. Ils sont une menace à l'ordre social. Et tu sais, quand on regarde les trucs comme les assassinats de Tamir Rice aux États-Unis et autres, dans le traitement médiatique de ces tragédies, de ces meurtres, de ces meurtres, ce qu'on remarque souvent, dès lors qu'on porte attention, c'est la manière dont il y a des propos qui viennent pas consciemment, mais contrecarrer le fait que ce sont des jeunes personnes. Mettons, Tamir Rice, c'est une personne qui avait 12 ans, qui a été pris avec un pistolet à eau ou un pistolet, je ne sais trop, à plomb, et qui a été assassiné par des policiers. Et dans le traitement médiatique, on a dit, il avait 12 ans, mais il avait la carrure d'un homme. L'air de dire, c'était quand même pas tant que ça un enfant, puis il était quand même une menace. Comme le jeune qui a été intimidé en caricature cette semaine. Non, mais c'est pas un enfant. Il y a 16 ans. 16 ans, c'est jeune. Là. Donc, c'est intéressant. Et donc là, ce qui est particulier, pour revenir au cas d'Anthony Vincent, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point chez les individus, parce que toute personne se situe à l'intersection de plein rapport de pouvoir, il y a des choses qui le perçoivent ou le positionnent comme étant une personne menaçante, en l'occurrence le fait que ce soit une personne noire. Puis au contraire, des fois, le fait que ce soit une personne homo dans son contexte vient un peu, pas le dédouaner, mais le positionner moins comme étant... dans les mailles. Effectivement. Non, c'est intéressant. Bon, il y a la partie, évidemment, être jeune et queer, parce que ça fait partie beaucoup de la réflexion dans cet essai. Votre livre braque les projecteurs sur les conditions sociales des personnes mineures, en considérant leur vulnérabilité... En fait, en considérant que leur vulnérabilité, elle est construite par des institutions sociales, ça, on en a parlé tantôt. Les jeunes queer sont invisibles dans l'espace public. Ça aussi, c'est intéressant parce que, ou quand on les voit, c'est dans un contexte de malheur. Oui. Écoute, c'est très parlant parce que, tu sais, on a commencé tout à l'heure l'entretien en parlant de la manière dont on parle des mineurs trans, des soins aux personnes, soins transaffirmatifs aux personnes, etc. On en parle énormément, médiatiquement parlant, dans l'actualité, etc. Pourtant, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a entendu la parole d'une personne concernée? Tout à fait. Quand est-ce qu'on a entendu? Et qui va bien, qu'il y a eu un bon traitement dans la société ou qui c'est ça. Mais alors là, on est sur deux choses. Déjà, on n'entend pas. Donc, on est sur des adultes qui sont pour ou qui sont contre quelque chose, mais qu'en est-il des personnes concernées? Puis deuxièmement, quand les rares fois où on parle de personnes trans ou de jeunes personnes trans ou de jeunes personnes queer, souvent, on accepte de le faire quand on se les représente comme des personnes victimes. C'est-à-dire, il y a des victimes de harcèlement scolaire, ils ont été foutus en dehors de leur maison par leurs parents. L'idée étant que, OK, ça existe, mais... c'est difficile, c'est pas une voie qui est souhaitable. C'est ça. En fait, ça peut pas être normal. Ça peut pas être normal, ça peut pas être souhaitable. Et attention. Parce que je pense à Nour Simon, qui était venue ici en entrevue, qui avait dit aussi souvent, ça va être la queer festive qu'on va vouloir dans les médias. Celle qui est fofolle, qui est le fun, mais qui est juste elle-même. Ça, c'est plus rare à voir dans les médias. Puis vous le dites aussi, il y a quand même eu du travail qui a été fait dans la représentation des personnes LGBT+, dans les médias depuis les années 90, mais il y a encore quand même du travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de manières... Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, oui, on a de plus en plus de représentation. Oui, c'est beaucoup plus possible pour des jeunes queers actuellement d'ouvrir... sur la télé, ça fait un peu rétro, là, mais... Netflix, je ne sais trop, des réseaux sociaux, et de voir des représentations de personnes queer et trans qui se portent bien, pour qui les choses se déroulent bien. Mais les réseaux sociaux, je pense, sont importants. Je sais qu'on à d'autres raisons, c'est toxique, mais les réseaux sociaux ont été importants pour montrer
d'autres modèles. Sur Instagram, il y a des personnes trans qui montrent, par exemple, leur comment on appelle la transition, on appelle ça le top surgery. Oui, certaines personnes, elles montrent comment ça s'est passé. Au moins, ces personnes-là ont accès à de l'information via les réseaux sociaux, parce que sinon, il n'y en aurait nulle part. Tout à fait. Mais le paradoxe avec ça, c'est que, alors oui, ces représentations-là sont disponibles, mais l'algorithme fait qu'on se fait toujours présenter le même genre de contenu. C'est vrai. Ce qui fait que les personnes qui auraient le plus besoin d'être exposées à des contenus positifs ne le sont généralement pas. Il y a des idées qui seraient intéressantes aussi à mettre de l'avant, puis vous en parlez dans votre essai, Gabrielle Richard. Vous citez entre autres des travaux de Jane Ward, autrice de The Tragedy of Heterosexuality, qui rappelle que la joie queer exprime aussi le soulagement de ne pas vivre dans l'hétérosexualité. Puis ça, c'est edgy, puis ça dérange. Parce que, on le sait, on vit quand même dans une société hétéronormative, et d'entendre des gens qui sont contents et contentes de ne pas être là-dedans, c'est très confrontant pour le commun des mortels. Eh bien oui, puis l'exercice auquel Jane Ward se prête est vraiment intéressant dans la mesure où elle va chercher des statistiques de violence dans les relations intimes, des statistiques relatives à la charge mentale, au plaisir sexuel, etc. Puis elle se rend compte que dans les couples hétérosexuels, en général, les gens se portent moins bien et non pas sur ces indicateurs-là. Ont moins d'orgasme. Oh là là. Et surtout, les femmes se portent beaucoup moins bien dans un contexte d'hétérosexualité. Et de sortir donc de l'hétérosexualité, et elle le dit, c'est particulièrement profitable pour les femmes. Alors moi, j'encourage tout le monde à le faire. C'est fort salvateur. Ça fissure le patriarcat solidement, là. Effectivement. Non, mais pour vrai, j'ai l'impression que, pour vrai, ça dérange. D'ailleurs, vous en parlez aussi, les personnes queer, souvent, n'auront pas d'enfants. On estime... ou en tout cas, la plupart n'auront pas d'enfants. Ils peuvent adopter, ils peuvent avoir des méthodes de procréation différentes. Mais on va souvent aussi pointer ça du doigt, c'est-à-dire que c'est des gens un peu perdus parce qu'ils sont hors normes par rapport même à leur désir d'avoir des enfants. Puis ça aussi, je pense, ça questionne dans une société comme la nôtre. Mais c'est souvent les projections qu'on fait à leur égard. Ouais. Hein? Souvent, beaucoup de jeunes ou de personnes queer vont dire « Mais moi, dès que j'ai annoncé que j'étais... une personne LGBTQ, on m'a dit « Ah non, tu n'auras pas d'enfant. » Il y a cette idée que c'est inconciliable avec la parentalité, ce que c'est beaucoup moins qu'avant, effectivement. Donc, c'est cette idée que, OK, c'est un peu une cause perdue. Vous êtes déjà en marge de la société. Déjà, vous ne faites rien comme les autres, donc c'est correct. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être perçu comme une menace pour les gouvernements natalistes à venir? Tout ça, ça reste quand même 1% ou 2% de la population, mais ça a l'air de prendre une énorme ampleur. On n'a pas besoin d'une grosse menace pour capoter. Hein. C'est vrai, mais est-ce que vous pensez... Écoute, au regard des dernières statistiques populationnelles dont on dispose, il y a beaucoup plus de personnes queer maintenant que dans les dernières décennies. Alors, pas parce qu'ils sont influencés par les médias ou je ne sais trop. C'est comme les virus. C'est ça. Le virus contagion. Queer. Mais bien parce qu'il y a des conditions qui sont plus propices au fait de se connaître, une démocratisation de l'accès à l'information, etc. Et donc, effectivement, si on le regarde sous cet angle-là, on peut effectivement se dire, mais ça représente quoi? 10, 15% de la population? Là, ça devient subitement un peu plus intéressant. Et donc plus menaçant en même temps. De l'utiliser comme une politique. Gabrielle Richard, il y a une partie de votre livre qui est particulièrement intéressante parce que vous l'avez dit, vous êtes sociologue, donc vous avez parlé à énormément de jeunes personnes queer et trans, autour d'une centaine? 80 à peu près. 80. Puis, c'est d'autant plus intéressant, vous le dites, parce que ça n'a pas été facile. À quel niveau ça n'a pas été facile? Parce que vous êtes une universitaire? Est-ce qu'il y avait ce clivage-là? Déjà, ça n'a pas été facile parce que... Attendez, juste nous expliquer dans quel contexte vous rencontrez ces jeunes-là. Alors moi, je rencontre ce contexte de ces jeunes-là, des personnes mineures qui s'identifient comme queer ou qui s'explorent sur les plans du genre et de la sexualité, pour leur poser des questions sur leur rapport aux adultes. Et donc, j'ai des gens qui ont de 5 à 18 ans, là. Et dans ce contexte-là, en tant que sociologue, en tant que personne qui fait des entretiens, c'est toujours intéressant d'aller voir à quel point, justement, la situation d'entretien n'est pas en dehors des rapports de pouvoir. Moi, je m'assois avec une jeune personne, je suis quand même une adulte qui lui dit « Hey, parle-moi de ce que les adultes font pas correct. » Ou de ce qu'ils font bien, mais de ce qu'ils font pas correct. Confie-toi à moi, l'inconnu. Fais-moi confiance. L'adulte lettré, tu sais. Puis dans un contexte où je m'adresse à des jeunes queer et que moi, par défaut, comme tout le monde, je suis lue comme hétérosexuelle, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Ils savent pas que je suis une personne concernée et donc que je peux comprendre peut-être mieux que d'autres personnes leur
leurs expériences de vie. Je suis une personne qui perçoivent comme étant universitaire, donc particulièrement bardée de diplômes. Et là, moi, je parle à des jeunes personnes qui sont même pas au secondaire des fois ou qui sont dans leur secondaire. Donc, tout ça peut inhiber considérablement la parole. Fait que c'est aussi ça qu'il faut travailler en entretien, d'essayer par des choses de l'ordre du non-verbal, par des blagues, par le fait de faire un coming out. Les toucher beaucoup. Les toucher le plus possible. Quand ça n'entend pas. Mais d'essayer d'en prendre conscience puis de voir comment je peux faciliter les choses. Et il y a beaucoup de témoignages. Des extraits aussi. Et c'est fascinant parce que on se rend compte comment c'est très difficile dans les familles, énormément. Et que pour beaucoup de ces... Vous vous rappelez, je pense, dans ces entrevues, 75% des jeunes queer se sont fait dire que leur queerness venait de l'extérieur. Donc, ils auraient pu éviter. Ça aurait pu être évitable. On comprend pas que ça fait partie de l'identité, que c'est pas immuable, que ça bouge et qu'il y a de l'exploration là-dedans. Bien, c'est ça. Alors, se faire dire que... Alors, c'est ça, c'est à peu près 3 jeunes sur 4 qui m'ont dit, mais moi, quand j'ai fait mes premiers coming out, on m'a dit, ouais, mais c'est parce que t'as tel ami qui est gay, t'as regardé telle émission, les réseaux sociaux, telle relation amoureuse qui est hétéro, qui était un échec, ou je ne sais trop. On fait que tu es cette personne-là maintenant, ou tu crois être cette personne-là maintenant. Et donc, présumer qu'il y a un choix, c'est présumer qu'on peut ne pas faire ce choix-là, conséquemment. Et donc, ça vient rapidement décrédibiliser la parole des jeunes. On va jamais à une personne qui parle de son hétérosexualité, disons que moi je suis hétérosexuelle et je vais parler à ma mère du fait que je me rapproche d'un jeune homme, jamais on va me dire est-ce que tu es sûr? Est-ce que t'as beaucoup d'amis hétéros quand même, hein? T'es un peu jeune pour le savoir, etc. C'est vrai, donc on est sur un double standard, clairement, et qui ne joue pas en la faveur des jeunes personnes queer. Votre livre aussi démontre que au-delà de l'adultisme, on infantilise les personnes queer et trans bien au-delà de l'enfance et de l'adolescence. Dans le fond, on leur donne jamais le même traitement qu'on donnerait à un adulte hétérosexuel. Alors, je dis jamais, c'est peut-être fort, là, mais il y a quand même une infantilisation de ces personnes-là qui les suit longtemps. Là. Absolument. Moi, je suis rentrée dans le sujet donc par les jeunes. Donc, les jeunes m'ont parlé de leurs expériences, etc. Puis, plus je parlais de cette recherche-là des adultes, plus ils me disaient, moi aussi, j'entends ce genre de trucs. Moi aussi, quand j'ai fait mes coming out en tant qu'adulte, on m'a dit, n'en parle pas à la grand-mère parce que ça va peut-être changer, puis elle est cardiaque, donc elle va pas survivre à la nouvelle. Ou, enfin, ça peut être une raison aussi pour aller en parler, justement. Là, ça n'a pas été film. Moi, je me mouille pas là-dessus. Allô, grand-maman? Je suis très, très gay. Plus gay. Ouais. Voilà. Mais donc, ces dynamiques de décrédibilisation concernent aussi les adultes. Alors, ce qu'on voit, ce qui est en jeu, c'est, oui, il y a des questions d'âge, tu sais pas, tu n'as pas vécu assez de choses, etc. Mais il y a aussi globalement quelque chose de l'ordre de tu ne rentres pas dans la norme. Et donc, conséquemment, tu n'as pas la même crédibilité ou le même positionnement social que des personnes hétérosexuelles ou cisgenres. Et ce qui était vraiment commun dans les récits que me rapportaient les jeunes personnes queer et les adultes queer, c'était ce positionnement à l'extérieur de la norme. C'est fascinant parce que, vous le rappelez aussi, puis on va terminer avec ça, c'est que vous dites, non seulement on ne donne pas de crédibilité aux jeunes personnes qui sont dans l'exploration ou dans l'affirmation, puis quand elles arrivent adultes pour le faire, là, on les décrédibilise aussi parce qu'on dit « Mon Dieu, ça arrive donc bien tard! » C'est effectivement le paradoxe. Parce qu'on a cette conception un peu piagétienne du développement humain, où il y a des étapes du développement, etc., vers un état adulte abouti. Qui ne bouge plus. C'est ça, rempli de certitudes. Et donc, cette conception du développement, elle dessert tout le monde. Elle dessert les jeunes parce qu'ils sont jeunes, donc on considère qu'ils ne savent pas, puis ils sont pleins d'incertitudes. Puis elle dessert aussi les adultes qui se questionnent. Il y a plein d'adultes qui se questionnent, qui se découvrent, qui font des coming out, qui s'explorent plus tard dans la vie. Où est leur place à ces personnes-là? À quel point on accepte de les voir pour qui ils sont, qui elles sont aussi? C'est le même mécanisme qui est en jeu. Puis moi, j'ai l'impression, là, je vais dire une énormité, mais ce ne sera pas la première ici. J'ai l'impression que beaucoup de gens, entre autres qui ont des tribunes, qui sont très, très réactifs par rapport à ça, gagneraient peut-être eux-mêmes à explorer toute la richesse des identités multiples. C'est peut-être ça qui vient les chercher, c'est qu'ils ne sont pas capables.
Il y a peut-être une barrière. La prison intérieure, genre. Oui, peut-être. On n'aimera personne. Ou juste lire le livre de Gabriel qui a l'air tellement intéressant. Juste lire le livre, donc c'est Protéger nos enfants, Queerness et adultisme, c'est publié aux éditions du Remue-Ménage, disponible dans toutes les librairies indépendantes. Hey, merci Gabriel Richard. Merci beaucoup. Puis Marie-Hélène Guibe, on se retrouve bientôt. Oui. Parce que les gens aiment bien ça quand on est ensemble avec un. On verra si on aimé mon propos sur la cryogénisation des personnes riches. Écrivez-nous. Oh, que j'ai aimé cette entrevue avec Gabriel Richard. Il faut absolument se jeter sur cet essai. Pour vrai, si vous êtes parent, même si vous n'êtes pas parent, mais si vous êtes parent, que votre enfant soit queer ou non, ça n'a pas rapport, là. C'est vraiment l'idée le concept d'adultisme qui va sûrement susciter des conversations à la maison. Puis, je veux dire, on en parle tellement ici que parfois, Miville, le petit Miville, 4 ans, qui est très espiègle, quand on lui parle d'une certaine façon, c'est rendu qu'il lui-même nous dit « Papa, tu fais de l'adultisme ». Alors, ça vous donne... ça donne une idée comment le concept est accessible. Même un enfant de 4 ans peut vous accuser de faire de l'adultisme. Alors voilà, Gabriel Richard, merci d'être passé à la balado. Merci à Gabriel Brassard-Lecourt de Pivot. On s'abonne, on consulte Pivot comme on consulte Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal, si vous en êtes là. Ou le site d'info de Radio-Canada, c'est-à-dire cette routine du matin que moi je fais. Je lis mes journaux, entre guillemets, bien qu'ils ne sont pas imprimés, directement sur les sites. Puis Pivot, je pense qu'il faut l'ajouter, tout simplement, parce qu'il se fait vraiment, vraiment, vraiment du journalisme intéressant. Merci à Marie-Hélène Guay, encore une fois. On développe ce duo audio, radio. Toujours bien du fun à jaser avec elle. Autant quand les micros sont allumés que quand ils sont fermés, parce qu'on ne peut pas tout diffuser de ce qu'on dit, bien sûr. Mais voilà, belle rencontre. Voilà. Remerciements à Communauto. Faut que je le fasse parce que je le fais pas systématiquement. Je suis un peu veg des fois sur les réseaux sociaux parce que ça m'agace ce réflexe que je n'ai pas. Que je devrais peut-être développer, mais que j'ai pas le temps. Mais je devrais souvent, quand je vais sur la route, mettre des photos de Communauto, de mes voitures, parce qu'ils me permettent de me promener pour tout ce qui concerne le travail des balados, les 2 balados. Puis Dieu seul sait que je me promène pas mal. J'étais à Québec la semaine dernière pour enregistrer un épisode. Je me promène, j'ai des séances, des réunions parfois aussi. Je peux aller directement... quand je mets sur pied des épisodes avec les chaires de recherche, au lieu de tout le temps les faire sur Teams, je peux les faire avec, en personne grâce à Communauto. Alors, merci à toute l'équipe de Communauto. Le seul partenaire des 2 balados et de celle-ci depuis les tout débuts, depuis 2019. Alors, voilà. Je vous rappelle que moi et Coralie Laperrière, on sera au Minifest le 18 juin. Vous pouvez aller sur le fredsavard.com/événements pour acheter des billets pour les événements qui s'en viennent. Donc, le Minifest, 18 juin, nouvelle mouture de Le Vieil Homme et la Mer. On est en train de travailler là-dessus. On va être également au Festival d'humour émergent de Rouyn-Noranda le 27 juin, 20h à la salle du QG. Il va y avoir Catherine Etier aussi, pour ceux qui étaient là le 5 octobre l'an dernier au Lion d'Or. Ça va être un peu dans le même esprit, mais encore une fois avec des textes actualisé, revampé. Donc, ça aussi, vous pouvez aller sur lefredsavard.com dans la section événements pour acheter vos billets. Le 5 juillet, c'est la grande soirée dansante de DJ Fred Savard. N'oubliez pas, ça va être écœurant avec des VJ. God Lorando va être là en ouverture de soirée. Ça commence à 20h. C'est pour, bien sûr... En fait, c'est une des activités de... l'entreprise médiatique, l'empire médiatique que je tente de créer avec les balados de Fred Savard et qui ultimement servent à tenter de détruire le capitalisme, mais en attendant de faire vivre un honnête bougre, c'est-à-dire moi-même. Alors, 5 juillet au Osgang Plaza, les billets sont déjà en vente. On va dépasser les 100 billets vendus. Alors, je suis pas inquiet. On est quand même pas mal en avance de faire ça le comble. Il rentre 450 billets. On a fait une première soirée. C'était complètement fou. Pour le Osgang Plaza, là, pour les soirées dansante de DJ Fred Savard, c'est la meilleure place. Un grand rectangle, le staff est cool, l'écran géant derrière moi est gigantesque et il va y avoir les 2 mêmes VJ qui étaient là la dernière fois qui vont animer visuellement la soirée. Alors, 5 juillet et voilà.
c'est pas mal ça pour les petites annonces. On va terminer en musique, bien sûr. Et là, j'essaie de trouver une chanson. J'avais des idées. J'étais sur une piste, puis finalement, j'ai repensé à l'entrevue avec Gabriel Richard. Et j'ai pensé... Puis là, je sais que ça va être un peu cucu, là, mais en même temps, c'est dans l'esprit des soirées dansant parce que cette musique-là des années 90, les chansons dance, il y a toujours une portion dans la soirée, parce qu'il n'y a pas juste ça, là, je pense, mettre de la musique extrêmement variée. Mais c'est sûr que les années 90, très, très boom, boom, dance, ça fonctionne toujours. Et là, j'ai essayé de mixer ça avec l'adultisme et deviner quel concept, quel artiste a popé dans ma tête? Bien sûr, Jordi. De son vrai nom, Jordi Claude Daniel Lemoine, ce petit enfant français qui nous avait fait danser ou susciter la pitié avec la chanson Dur d'être un bébé, parce que pour vrai, quand on lit sa biographie, la dimension adultiste est omniprésente. On a appris plus tard, parce qu'au début, on pensait que tout ça était bien, bien gentillet, que dans le fond, c'était un enfant totalement exploité, en particulier par son père, qui a ensuite créé un parc thématique avec des petits animaux autour de Jordi. Évidemment, il n'y avait aucune expérience. Il s'est servi des droits d'auteur de Jordi pour essayer de faire vivre ce parc d'attractions-là qui a fermé en 1996, donc 1 an ou 2 après son ouverture, a fini par déclarer faillite et Jordi a été complètement dépouillé de l'argent qu'il a ramassé. J'ai pas les montants, là, mais bon, Dur d'être un bébé, ça a été son plus grand succès. Il a été à la tête du top 50 pendant 15 semaines en 92. Il y a eu 2 autres singles qui sont sortis, dont un, celui qu'on va entendre, qui a été 5 semaines en première place. Et là, même à l'époque, quand même, il y avait des gens qui sonnaient l'alarme. Et dans la chanson qu'on va entendre, la chanson Allison, il y a toute cette idée de, comme Gabriel Richard en a parlé tantôt, une amitié gars-fille à l'âge de 4-5 ans, nécessairement, on va la rendre amoureuse. En fait, on va lui donner une version amoureuse, comme si on ne pouvait pas être simplement ami avec une petite fille quand on est un petit garçon puis on a 4 ans. Alors, voilà. Vous allez voir, elle n'est pas si longue. Et malgré tout, quand on enlève tout ça, là, tout ce qu'on sait, ça reste une chanson assez vers d'oreille que moi, je trouve bien meilleure que Dur d'être un bébé. Alors voilà, on se quitte avec Jordi. Puis la semaine prochaine, on retrouve God Lorando, on retrouve Mélissa Thériault qui va venir nous faire une première chronique. On essaie des affaires. Laboratoire. Et Mathieu Bellil est de retour et il va répondre à une chronique de Coralie Laperrière sur l'intelligence artificielle. C'est entre autres une partie de ce qui vous attend la semaine prochaine. Alors, bonne semaine tout le monde et on se laisse avec Jordi Allison. Salut! Jordi Allison. Allison, et je l'aime, elle est câline comme Marilyn, elle est plus coquine que Caroline, plus rigolote que Charlotte, oh là là. Allison, c'est ma copine à moi. Allison, elle est câline et plus coquine. Allison, c'est ma copine à moi. Allison, elle est câline et plus coquine. Elle est blonde à croquer, elle est belle et bronzée. Je la prends par la main quand elle a du chagrin. Allison, elle est câline comme Marilyn, elle est plus coquine que Caroline, plus rigolote que Charlotte. Oh là là. Allison, c'est ma copine à moi. Et plus coquine. Allison, c'est ma copine à moi. Allison,
En allemand, ich liebe dich. Alison comme Marilyn, Alison plus coquine, Alison que Caroline, Alison plus rigolote, Alison plus charlotte.